Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Hop, je vérifie que ça marche, c'est bon. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maxime Fourniou, donc je suis ingénieur MLOps à France Travail, donc j'appartiens à un département qui s'appelle l'agence Data Service. On est situé au sein de la DSI. Alors on est en train de s'organiser en ce moment, bientôt on sera donc normalement à la fin de l'année dans la direction Data IA. Et donc ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis à France Travail. Et ce que je vais vous présenter en fait aujourd'hui, c'est des travaux qu'on a menés en interne et qu'on a décidé d'open sourcer l'année dernière. Et donc ce qui va être intéressant là sur ce talk, c'est à la fois de vous montrer la logique de ce qui a été open sourcé, parce que ça vous permet de scaler vos IAGN en prod. Et également, c'est la logique de mise en open source qui n'est pas forcément évidente, puisque vous avez des personnes qui vont un peu vous challenger pour être sûr que ce que vous mettez en open source reste évolutif par rapport au projet sur lequel vous faites une PR. Donc je vous invite à scanner. On a une petite plaquette ici qui va reprendre un peu toutes les infos de ce produit open source qu'on a mis à disposition donc, sur le projet VLLM. Donc vous y retrouverez le lien de l'APR qui a été faite, la documentation qui est associée également à ce produit-là. Et voilà, vous aurez toutes ces infos si jamais mes contacts également si jamais il y a besoin. Voilà, je le remettrai plus tard si besoin. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est je vais réintroduire un petit peu ce qu'est VLLM. Donc, c'est vraiment un projet magique qui a permis, qui a été quand même qui a beaucoup changé l'écosystème au niveau de l'IAGN quand il est apparu. Ensuite, je décrirai plus en détail ce qu'on a mis en open source. Donc, c'est un Chart-Helm, donc c'est un template de déploiement sur Kubernetes quand on déploie on-premise ou sur du cloud avec de l'infrastructure managée. Pour nous, c'est on-premise. Et ensuite, je rentrerai plus en détail sur tout ce qu'on a dû faire justement pour que notre mise en open source elle soit acceptée, ce qui n'a pas forcément été évident. Donc tout d'abord, VLLM, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bibliothèque pour inférer rapidement en fait, et mettre à disposition un service à base d'IA générative. Alors c'est un back-end qui a vraiment changé la donne dans l'écosystème open source parce que quand l'IAGN est arrivé au début, tout le monde a essayé un petit peu de tester des modèles. Donc on avait GitHub qui avait financé par exemple un projet qui s'appelait Llama CPP, qui était maintenu principalement par un développeur qui permettait d'inférer des modèles assez rapidement sur la CPU. Bon, c'était assez lent, mais aussi sur de la GPU de manière assez rapide. Le seul problème, c'est que c'est pas scalable. C'est-à-dire que dès que vous appelez avec 20 ou 30 requêtes en parallèle, ça tombe et en plus, ça ne vous dit pas quand il y a une erreur. Donc, il y avait des problématiques à ce niveau-là. Et en fait, nous, c'est le département Idriss du CNRS qui nous a dit mais regardez VLLM, c'est magique, ça vient d'arriver et ça va faire grand bruit. C'est vraiment un projet hyper puissant qui permet d'inférer de l'IA générative. Donc on est allé voir VLLM et en effet, VLLM, il y a plusieurs choses qui sont assez séduisantes. Tout d'abord, il y a un système de KV cache qui permet de mettre en cache en fait, des matrices. Et ça a énormément d'avantages. Ça permet, on va dire, de pouvoir faire par exemple du prefix caching. Ça permet de vraiment optimiser l'utilisation de la GPU. Et puis également, vous avez un découpage des étapes dans l'inférence à l'intérieur qui est extrêmement bien fait. Vous avez une phase qu'on appelle le préfil où vous allez ingérer en fait le texte, le tokeniser et commencer à créer le KV cache. Et ensuite, vous avez la phase de génération. Et ces deux phases sont séparées. La première étant prioritaire sur la deuxième. Et enfin, il y a également un système de dynamic batching qui est extrêmement intéressant parce que dynamic batching, dès que vous faites du requêtage en parallèle, c'est nécessaire avec l'IA générative. Et donc à l'époque, il y avait, avant VLLM, on avait qui faisait du dynamic batching, on avait Nvidia avec leur serveur Triton, mais c'est pas forcément facile à prendre en main. Et VLLM avait quand même ce système de KV cache en plus qui faisait que c'était une solution extrêmement intéressante. Et en plus, vous avez tout un système d'observabilité avec une route métrique qui permet de savoir votre consommation en token, etc., sur la phase de préfil ou de génération. Donc voilà, il y avait énormément de points positifs à partir sur ce moteur d'inférence qui est donc très populaire. Alors, je pense que les chiffres ont changé. Il y a plus de 32 000 étoiles, 5 000 forks. Et donc, on a très vite pris en main ce moteur d'inférence d'IA générative et ça a changé la donne. Donc, quand on est arrivé sur ce projet, le seul problème, c'est que
nous, à France Travail, au sein de la DSI, on a une culture DevOps qui est très forte et on fait du déploiement on-premise sur nos clusters Kubernetes au sein de nos data centers. Et donc, quand on est arrivé sur ce projet, on regarde un petit peu les ressources qu'il y a autour de Kubernetes. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques YAML pour déployer quelques objets Kubernetes, mais il n'y avait pas d'observabilité, pas de service monitoring, pas d'ingress pour exposer vos services. Donc, on s'est dit, bon, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, notamment, il n'y avait pas toute la partie... le problème que vous avez avec l'IA générative, c'est que c'est des gros modèles. Ça fait plusieurs dizaines de gigas, donc on ne va pas aller à chaque fois le télécharger d'Internet pour le ramener sur le cluster. Déjà, nous, on ne peut pas le faire parce que c'est sécurisé. On est à huis clos sur nos clusters. Et puis aussi, on ne va pas s'amuser à chaque fois à les télécharger sur Internet, etc., à chaque fois qu'on fait un déploiement. Donc, il y avait plusieurs choses à optimiser de ce point de vue-là. Et donc, on a mis en place notre propre chart Helm pour déployer VLLM avec nos modèles. Et une fois qu'on l'a mis en place, on s'est dit, autant l'open sourcer, il n'y a pas grand-chose à changer, on a retiré 2-3 trucs pour la partie sécurité, mais ensuite, on l'a mis en open source. Et donc, je vais vous présenter donc, la logique de ce chart. Donc, ça permet vraiment de déployer en autonomie un VLLM avec des sondes K8S qui vont attendre en fait, que le modèle il soit complètement chargé, puis qui vont marquer le pod avec un status running lorsque la sonde liveness va renvoyer le bon code. Voilà, donc c'est la logique rapidement de ce que fait ce chart Helm. Et donc en fait, pour déployer un modèle d'IA générative, il y a deux choses à faire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déployer le moteur VLLM avec ce moteur-là prenant en charge le modèle, le faisant passer temporairement sur la RAM CPU et hop, après il le met sur la mémoire GPU. Mais avant ça, le problème, c'est que le modèle, il faut l'amener à côté de VLLM. Quand on déploie VLLM sur un cluster, il faut que les poids du modèle ne soient pas très loin. Et donc, nous, nos poids, ils sont sur un S3. Alors, on pourrait les mettre ailleurs, mais nous, ils sont sur un S3 en interne. Et donc, ce qu'on a fait dans ce chart Helm, c'est qu'en fait, rapidement, on va lancer un job d'initialisation qui va chercher les poids du modèle sur le S3, les ramener sur un volume Kubernetes au plus près. Et ensuite, ça lance un deuxième conteneur qui va donc lancer VLLM. Et VLLM récupère les poids sur le volume et les met dans la mémoire GPU. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a rajouté du service monitoring pour pouvoir récupérer des métriques, avoir de l'observabilité via Prometheus. On a rajouté, par exemple, un ingress si jamais il faut exposer un service en dehors donc, du namespace. Il y a du HPA, donc tout ce qui est autoscaling si nécessaire. Bon, après, l'autoscaling, il faut beaucoup de GPU, mais voilà, si jamais vous avez beaucoup de GPU, il y a de l'autoscaling. Et voilà, donc c'est tout ce qui a été rajouté donc, dans ce chart Helm. Et donc, en fait, on a fait la PR. On s'est dit ça va être assez facile, on fait la PR, il faut juste mettre les YAML sur le projet VLLM, on a écrit un petit peu de doc, on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais en fait c'est pas du tout suffisant, c'est-à-dire que si vous faites ça, sur VLLM vous avez beaucoup de gens de Red Hat qui aujourd'hui sont les mainteneurs et participent on va dire à valider les PR qui sont sur le projet VLLM, et en fait les gens de Red Hat ils vont vous challenger, donc si vous mettez un chart Helm, il faut que votre chart Helm il soit testé et qui puisse notamment suivre toutes les évolutions que vont avoir VLLM, parce que VLLM évolue extrêmement rapidement. Le cœur du code a changé là récemment, ils sont passés sur la V1. Enfin voilà, ça change extrêmement rapidement. Et donc du coup, il faut tester le chart Helm quand vous faites votre PR. Sauf que comment on va tester un template de déploiement sur GitHub, sur les workers GitHub, quand vous faites une PR, vous n'avez pas de GPU. Vous êtes sur un espace où il n'y a pas Kubernetes, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'S3. Donc comment on va tester ça? Donc au début, je me suis dit mince, ça va être très difficile. Et puis au final, on a réfléchi à quelques solutions. Donc ce qu'on a fait en fait pour rendre le chart Helm, donc ce template de déploiement testable sur GitHub pour que la PR soit valide, tout d'abord on a linté, donc on a fait un test de lint sur le chart pour être sûr que par exemple quand vous rentrez en fait dans les chart Helm, vous avez un espèce de fichier JSON au début où vous allez rentrer tout le paramétrage de votre déploiement. Donc il va y avoir une validation des valeurs d'entrée via ce fichier-là. Ensuite, le S3 storage qu'on a chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait, nous, le moquer, entre guillemets, on utilise un min.io sur le worker GitHub pour moquer en fait un S3. On va pas mettre un gros modèle d'IA générative parce qu'on va pas mettre un Mistral Medium ou même un Mistral Small. Ça serait pas faisable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un OPT 125M, donc les tout petits modèles de Facebook, pour pouvoir faire le test du chart Helm. Ensuite, on n'a pas de cluster Kubernetes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un K8S local sur le worker GitHub via Kind.
Pareil, l'image de VLLM, quand on a commencé l'image Docker, on l'a lancée sur Worker GitHub, ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que cette image, elle ne fonctionne pas s'il n'y a pas de GPU. Il faut de la GPU. Ah oui, juste, j'ai oublié de dire, sur notre Charthelm aussi, on laisse la possibilité aux gens de choisir le type de GPU sur lequel ils font leur déploiement. Ce qui peut être important, si vous êtes on-premise, que vous avez un cluster Kubernetes, normalement, vos GPU sont organisés par nœud. Et donc, vous pouvez choisir sur quel nœud vous voulez cibler. Ça peut être quand même assez important si, voilà, VLLM, le problème, c'est que quand vous le déployez sur une GPU, il va prendre toute la mémoire qui est sur la GPU. Hein. Donc, si vous mettez par exemple un Mistral Small sur une A140 Go, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous n'aurez pas assez de mémoire pour le KV cache. Donc, ça, c'est paramétrable après. Mais voilà, on s'est dit que c'était mieux de pouvoir laisser cette possibilité à la personne qui déploie. Si je reviens donc au test qu'on a fait sur les Charthelm, donc du coup, l'image Docker de VLLM, de base, elle ne fonctionne pas sur CPU. Donc, on a rebuildé une image Docker VLLM qui fonctionnait sur CPU. Et ensuite, après, on a eu un autre souci, c'est que le Minayo qu'on avait mis sur le worker, il n'arrivait pas à communiquer avec le KBTest. Donc, pareil, on s'est assuré que ça puisse bien communiquer en faisant une commande au niveau pour qu'il y ait le même réseau Docker avec sur Docker, Docker User Defined Bridge pour ceux à qui ça parle. Et enfin, on a déployé Charthelm au sein du cluster Kine et ensuite on s'est assuré que du coup le modèle l'OPT 125M répondait. Donc voilà, donc c'était tous ces tests-là, on les a fait dans un workflow GitHub. Et grâce à ça, en fait, Red Hat après elle nous a dit OK, là c'est bon, votre Charthelm il est correct, il est bien documenté, il suit une logique qui peut aider en effet, parce qu'en fait le Charthelm aussi répondait à beaucoup d'issues sur GitHub. Beaucoup de gens se demandaient comment on fait pour déployer sur Kubernetes, etc. Donc ça répondait à ce besoin-là. On l'a testé via tout ce workflow GitHub et on s'est rendu compte que, du coup, le Red Hat s'est rendu compte que ça fonctionnait bien également. Et donc l'APR, elle a été acceptée. Et donc ensuite, notre Charthelm, l'APR, elle a été validée et ça a été rajouté officiellement sur le projet VLLM. Donc c'est présent en fait. Alors j'ai mis le lien, je crois, dans le QR que j'ai montré juste avant. En fait, le Charthelm, il va être présent dans le dossier exemple quand vous faites du online serving. Là, vous avez la possibilité en fait de voir un peu comment vous pouvez déployer VLLM sur Kubernetes avec donc ce Charthelm là. Alors, les prochaines étapes. Idéalement, alors j'ai rajouté une PR pour ça, elle n'a pas encore été acceptée. Mais on voudrait que le Charthelm il soit automatiquement publié dans un répertoire public. Alors, ce qui s'est passé en fait entre-temps, il y a les mainteneurs de VLLM ont initié beaucoup de projets autour de Kubernetes, notamment pour gérer la partie load balancing, du KVK sharing, etc. On est content, on a vu qu'il y a quelques points qu'on avait mis dans le Charthelm qui ont été repris dans ces projets-là. Donc ça veut dire que on se dit ce qu'on a mis en open source était quand même assez cohérent avec les besoins qu'il pouvait y avoir sur VLLM en termes de déploiement. Donc nous, on voudrait rajouter une tâche pour que le mchart soit publié automatiquement dans des répertoires publics pour que ce soit plus accessible, parce que là, il faut aller dans un dossier exemple, etc. C'est pas forcément facile d'aller voir quand on arrive sur le projet que c'est situé à ce niveau-là. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que dans les nouvelles versions de Kubernetes, maintenant, vous pouvez embarquer les poids du modèle dans les images OCI. Alors ça, on ne sait pas si c'est encore une bonne idée. En soi, c'est une bonne idée parce que vous embarquez en fait le modèle dans l'image OCI, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre modèle sur l'S3, le remettre sur un volume, etc. Donc c'est cette phase-là qui peut être écourtée et on peut juste se baser sur cette logique au niveau des OCI pour pouvoir optimiser en fait le déploiement. Sauf que généralement, quand on déploie des modèles d'IA générative sur GPU, c'est quand même des modèles qui font 20, 30 gigas. Nous, à notre niveau, je pense que nos administrateurs Kubernetes vont pas être contents si on commence en fait à saturer le cache des nœuds sur Kubernetes, qui, je pense, va arriver si on commence à télécharger ce genre d'image dans les nœuds. Voilà, donc on est en train de tester cette partie-là. On ne sait pas si ça sera pertinent ou pas. Et je voudrais également parler aussi pourquoi on a eu cette démarche open source. On n'a pas juste fait cette démarche open source pour se dire voilà, on a mis en open source un travail qu'on a fait en interne. Nous, la logique, elle est la suivante. C'est-à-dire que l'open source, on ne va pas y passer, on ne va pas réserver de la CAF énormément à faire de l'open source. On a énormément déjà de travail à faire en interne pour répondre aux besoins de nos métiers.
Mais par contre, avec l'IA, et en particulier, encore plus, j'ai envie de dire, avec l'IA générative, on se base énormément sur des technologies open source parce que ça va extrêmement vite et donc il faut suivre la cadence. Et à ce niveau-là, quand on se base sur des technologies open source, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on commence, parce que nous, on est obligé de faire des développements en interne pour des besoins spécifiques, voilà, sur des problématiques que l'on a en interne sur nos clusters, etc. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ces développements-là viennent en fait en contradiction avec la roadmap des produits open source sur lesquels on se base. Et donc, quand on a mis en place ce short term-là, qui était pour nous nécessaire pour aller en prod, il fallait qu'on aille en prod très rapidement. On a mis en place ce short term-là, ça fonctionnait. On a pu commencer à exposer des API en production d'IA générative de modèles qui sont on-premise sur nos clusters. Et ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce short term-là, à un moment donné, devienne obsolète parce que la roadmap de VLLM prend une autre direction. Ça peut arriver. Et donc, on s'est dit, pour éviter ça, il faut qu'on mette en open source notre short term pour que, du coup, si c'est accepté, eh ben, au moins la logique et la roadmap qu'on a autour de notre short term, elles suivent aussi la logique et la roadmap de VLLM. Donc c'est ça, surtout le point pour lequel on a fait cette mise en open source. Ça permet également, pour nous, c'était pas non plus une grosse CAF à réserver pour faire ce travail-là. Il a fallu juste qu'on enlève certaines choses, mais après, ça a pu facilement... le travail a été facile et rapide pour pouvoir faire cette PR. Et voilà, donc ça répondait aussi à ce besoin. C'est ça, je vais insister là-dessus. Ensuite, sur Kubernetes, ce que je peux dire également, c'est que aujourd'hui, donc ce short term-là, nous, on l'utilise en interne pour... donc notre stratégie autour de l'IAGEN, elle est notamment de faire du déploiement on-premise, de pouvoir exposer des modèles, entre guillemets, small. Quand je dis small, c'est des modèles, par exemple, des Mistral Small, qui nécessitent une seule GPU en particulier, de pouvoir déployer ces modèles sur nos clusters GPU. Et donc, ce short term-là, aujourd'hui, on l'utilise sur tous nos déploiements. Et donc, il permet vraiment... ce qui peut être assez pratique, c'est que du coup, vous faites un déploiement, vous allez rapatrier les poids du modèle sur votre volume, et ensuite vous avez votre VLLM qui tourne. Si jamais votre VLLM tombe, votre volume avec les poids du modèle, il est toujours là. Et donc déjà, vous avez cette étape d'initialisation également qui n'est pas à refaire. Hein. Ça, c'est un point sur lequel on avait eu des problématiques avant. Également, un autre point, c'est que donc toute la partie également métrique et service monitoring qu'on a mis en place dans ce short term, elle est vraiment pratique. C'est nécessaire aujourd'hui de faire de l'observabilité sur l'IAGEN et en particulier sur l'IAGEN parce que quand vous allez faire de la mise en prod de votre service d'IA générative, avant de le mettre en prod, il faut savoir la charge qu'il va pouvoir encaisser. On a de notre côté des milliers, voire des dizaines de milliers d'utilisateurs et on me demande de répondre à des requêtes par seconde ou bien, on va dire, en termes de parallélisme, de pouvoir répondre par exemple à 30, 20 ou 30 requêtes qui vont être faites en parallèle avec certaines tailles de prompt, également de max token derrière, de nombre de tokens qu'on souhaite générer. Et donc, on sait également, il y a un point qui est très important sur l'aspect métrique, c'est qu'avec ce short term-là, quand on a fait nos déploiements, on a ensuite benché VLLM et les modèles d'IAGEN qu'on déployait. Et on a pu, donc on fait des benches via Cassis par exemple, et on a pu retracer, donc grâce à ces outils d'observabilité, toute la charge que pouvait encaisser notre VLLM. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la charge, on va regarder quelle charge maximum il peut prendre. On se dit, OK, là, il peut prendre jusqu'à 30 requêtes en parallèle. Donc on sait qu'il peut ingérer tant de milliers de tokens et en générer tant à la minute, par exemple. Et ensuite, ça nous permet de mettre en place une brique sur laquelle une équipe qui va créer un produit métier va pouvoir s'appuyer et va pouvoir exposer ensuite son API en ayant en tête la charge max auquel ça peut répondre. Voilà, donc ça, c'est également très important. Et voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur ce produit open source qui a été initialisé, qui a été fait sur VLLM. Et ben voilà, je suis prêt à écouter vos questions si vous en avez. Merci à vous.